Alors, voilà, donc l'enregistrement vient de démarrer. Donc, on va commencer. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Sarah. Donc, je travaille au pôle formation de Ferme d'Avenir. Peut-être brièvement, Ferme d'Avenir, si certains ou certaines ne connaissent pas. Donc, c'est une association qui a fêté ses 10 ans et qui accompagne les porteurs de projets et les fermes dans la transition agroécologique. Donc, on le fait à travers plusieurs pôles. On a un pôle observatoire qui documente justement l'agroécologie, les pratiques innovantes via différents contenus, des podcasts, des vidéos, des portraits de ferme que vous pouvez retrouver sur notre site en libre accès. Un pôle formation dont je fais partie, Ferme d'Avenir a plusieurs formations, des formations courtes et des formations longues. On sera amené à en reparler. Un pôle conseil et agroforesterie, donc auprès plutôt de collectivités ou d'entreprises. Et enfin, un pôle se financer pour les porteurs de projets ou les fermes voilà, qui ont des projets et qui souhaitent les faire financer via notre plateforme de financement participatif. Voilà. Voilà en quelques mots pour introduire ce webinaire. Je vais demander maintenant aux intervenants de se présenter. Peut-être, Edouard, je vois que tu es là et que tu souris, donc je te laisse commencer. Sophie, elle peut peut-être se présenter avant. Non, non, tu veux que ce soit moi? Moi, je veux bien, hein. Vas-y. Vas-y, Edouard. Bon, eh bien, Édouard Stalin, enchanté à toutes et à tous. Alors, vous n'allez pas pouvoir toutes et tous vous présenter, hein, parce que là, il va y avoir un petit peu trop de monde et ça va durer trop longtemps. Avec ma compagne qui s'appelle Louise Desfontaines, qui est en train de s'occuper de notre petit bébé de 17 mois, Jules, on est sur la ferme de la Mare des Ruffaux, ou la ferme des Ruffaux, en Haute-Normandie, une ferme créée au 1er janvier 2012 et qui est définie, comme beaucoup d'autres, hein, parce qu'il y en a un peu partout et tout en France, comme un verger maraîcher. Donc des arbres fruitiers avec donc des rangs d'arbres fruitiers, fruits à pépins essentiellement, et ensuite des légumes en dessous. On commercialise essentiellement local et on fait partie de Ferme d'Avenir depuis les tout débuts d'une activité de Ferme d'Avenir qui s'appelle le compagnonnage. Donc on reçoit des gens en compagnonnage, c'est pas comme les compagnons du devoir, mais voilà. Et voilà, je pense que c'est une très bonne présentation. Merci, Edouard. Et pour ma part, Sophie Ponce, moi je fais partie des ingénieurs agro de l'équipe de Ferme d'Avenir et je suis plus particulièrement en charge et responsable du pôle en agroforesterie et de la formation, et notamment de la conception de vergers maraîchers. Super, merci Sophie. Euh, on peut commencer ce webinaire avec une première question moi, que je voulais vous poser. C'est peut-être de nous donner un aperçu de ce que représente aujourd'hui le système de verger maraîcher en France. Je ne sais pas si tu veux commencer, Edouard, là-dessus. Un aperçu. Alors, les vergers maraîchers, que ce soit bien clair pour tout le monde, en fait, ça a toujours existé. Enfin, ça existe depuis très très longtemps. Moi, j'ai vu ça enfant dans la vallée de la Seine à côté de chez moi, et j'avais une douzaine d'années. Donc, c'était une ferme comme ça, avec des rangs de cerisiers, des rangs de framboisiers sur les rangs de cerisiers, et en dessous, ils faisaient des pommes de terre. Le verger, le pré-verger, c'est un peu l'image d'Épinal de la Normandie, c'est-à-dire un verger avec en dessous des animaux. Bon, ben là, c'est un verger avec en dessous des légumes. Il en existe partout en France, dans l'ouest, dans le nord, dans le sud, dans l'est, donc avec différents contextes pédoclimatiques. Elles sont évidemment toutes et toutes complètement différentes, avec énormément de ressemblances aussi et de similitudes. Et elles s'adaptent aux différents contextes pédoclimatiques. Donc voilà, ce n'est pas forcément les mêmes variétés qu'on va installer au nord, au sud qu'à l'est, à l'ouest. Mais voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, c'est de l'agroforesterie. Voilà. Alors j'espère que tout le monde m'entend bien, hein, que c'est bien audible pour tout le monde, parfait. Et donc de l'agroforesterie, ça peut être des arbres dans les cultures et ça peut être des arbres aussi à l'extérieur des cultures. Là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est des arbres vraiment dans les cultures. Il y a au niveau référencement actuel, on est à plusieurs centaines de fermes
référencé, mais en fait, de la part de François Warlop et André Ziffert, qui suivent beaucoup ça dans le sud de la France, il y en aurait beaucoup plus, mais qui ne sont pas encore forcément référencés. Donc, il en existe vraiment partout. Et c'est un réel engouement parce qu'en fait, c'est un peu des fermes, alors je vais faire un petit jeu de mots, mais des fermes d'avenir, puisqu'en fait, c'est des fermes tournées vers une résilience au niveau de la consommation d'eau, puisqu'en fait, elles refroidissent l'air de par l'évapotranspiration des arbres. Elles accroissent la biodiversité, voilà, qui peut être très intéressante au niveau des auxiliaires, donc de la protection biologique intégrée, et aussi les taux de matière organique. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, Édouard, en termes de référencement, chez Ferme d'Avenir, dans tous les projets qu'on accompagne, on se rend compte que dans 7 cas sur 10, les futurs porteurs de projets vont vouloir intégrer l'arbre dans leur système de production. Donc majoritairement sous forme de verger maraîcher, c'est-à-dire quand l'arbre est en intraparcellaire, mais pas que. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on traitera. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous en parler, parce que ça reste quand même un système qui est complexe. Où il faut bien évidemment pouvoir anticiper l'écartement, l'orientation, comment l'implanter sur son terrain, en fonction des conditions pédoclimatiques, comme disait Édouard. Et effectivement, c'est un système qui existe depuis la nuit des temps, hein. On en retrouve encore partout en France, dans des régions même plutôt maintenant dans le sud que dans le nord, où c'était des systèmes de Joailles, où l'arbre fruitier était un tuteur pour la vigne, et en dessous, on faisait pousser en plus encore une strate de légumes ou d'engrais verts ou de légumineuses. Et on vous présentera quelques illustrations, mais aujourd'hui, la région où il y en a énormément, parce que ça fait partie des paysages, c'est plutôt dans les pays plus chauds, donc dans les dom-toms, parce que naturellement, la forêt comestible, ça pousse pour des raisons assez évidentes mieux, avec moins de contraintes que chez nous, mais bon, ça vous intéresse. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On les prendra au fur et à mesure. On va se laisser 20 minutes à la fin de questions-réponses, donc n'hésitez pas à les déposer au fil de l'eau. Merci Sophie. Tu as commencé à évoquer un peu la complexité de ce système de verger maraîcher. Et donc, en seconde question, je voulais vous demander à tous les deux, qu'est-ce qui vous semble important dès le départ à mettre en place, en fait, pour que votre verger maraîcher, en tant que porteur de projet ou ferme, soit une activité qui soit viable et pérenne? Eh ben, en fait, si on crée une ferme, donc une entreprise agricole, c'est pour qu'elle soit viable et pérenne et le plus longtemps possible. Voilà, avant tout. Si on produit de la nourriture, si on produit pour nous des légumes et des fruits, c'est pour que les gens les mangent, donc que les gens les achètent. Et il n'y a pas de gêne à ça, hein. Je veux dire, c'est comme ça qu'on peut s'autoriser de l'expérimentation et de la continuité. Quelque chose d'important, parce que bon, c'est dès le départ et tout, mais voilà, quelque chose d'important dès le départ, c'est de savoir qu'il n'y a pas une formule magique, il n'y a pas une ferme parfaite, mais c'est bien la diversité des systèmes qui crée en fait une sorte d'assise pour prouver que ça marche et que ça fonctionne. Donc c'est très important d'aller voir ce qui se passe à gauche et à droite. Quelque chose d'autre d'important dès le départ, c'est de alors pour ma part, mais pareil, j'ai le droit de me tromper, hein, je ne suis qu'un humain, l'erreur est humaine, mais en fait, c'est pas forcément, de partir d'un verger déjà existant. En fait, si vous partez d'un verger qui est déjà existant, et ben, en fait, vous allez avoir des arbres qui sont déjà très grands, donc qui ont déjà eu leur système racinaire qui a pris de la place, par exemple sur un pré-verger ou quoi que ce soit et tout, quoi. Donc vous allez peut-être avoir des problématiques de système racinaire déjà en place et tout, quoi. Ce qui est souvent le mieux, mais voilà, il n'y a pas de formule magique parfaite comme je l'ai dit, mais c'est d'intégrer le système dès le début. Peut-être déjà sur un système maraîcher et vous intégrez des arbres par la suite, ou alors vous l'intégrez dès le début les deux ensemble. Voilà, ce qui est hyper important, et je le répète à chaque fois, c'est mon mot d'ordre, le contexte pédoclimatique. Vous n'allez pas mettre les mêmes arbres selon le même sol et le même climat. Il y a des espèces qui sont adaptées à tel ou tel endroit, et c'est pas parce que ça fonctionne chez nous à la ferme des Ruffaux que ça va fonctionner chez vous. Donc en fait, ce qu'on essaye, nous, c'est d'apprendre aux gens à observer, à utiliser leurs yeux pour voir et pour comprendre comment fonctionne leur site. Donc en gros, de bien choisir ses porte-greffes,
Nous, on est sur des porte-greffes, donc on dit des francs. Donc, en fait, nos pommiers sont sur une variété racinaire, mais avec des systèmes racinaires très puissants, mais parce qu'ils peuvent descendre, il y a une profondeur de sol et ainsi de suite, donc ils peuvent tracer et descendre. Par contre, derrière, en découle une variété aérienne qui va aussi tracer et qui va prendre de la place. Donc, il va forcément falloir les accompagner. Un des problèmes qui peut apparaître souvent, des fois, sur des systèmes vergers maraîchers, c'est que les arbres ne sont pas conduits et entretenus en même temps que le maraîchage. Des fois, ils sont un peu laissés de côté parce que le maraîchage demande énormément de temps, parce que c'est chronophage et énergivore. Voilà. Autre chose, et peut-être dernière chose, après je vais laisser la parole à Sophie, c'est qu'en fait, en gros, on a simplifié l'agriculture au possible. On a rendu les systèmes tellement simples que malheureusement, on les a fragilisés. Là, vous allez diversifier, vous allez complexifier de par le fait, mais par contre, vous allez rendre les choses durables dans le temps. Mais par contre, évidemment que ça va devoir demander de plus en plus de compétences. Parce que, alors, ce n'est pas de la charge mentale. Moi, je parle d'excitation intellectuelle, mais parce que du coup, vous allez avoir plein de variétés de légumes, mais plein de variétés de fruits qui ne demandent pas le même entretien, la même taille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça va être vraiment un panel de connaissances et tout, quoi. Mais c'est ça qui est excitant. Et vous allez rendre, oui, votre système beaucoup plus durable. Donc, il va falloir gérer l'ombrage, gérer le système, la partie souterraine et la partie aérienne. Et voilà. Et après, vous allez avoir du coup des légumes et vous allez avoir des fruits. Ce qui fait que si vous êtes sur une commercialisation de vente directe comme nous, on réussit à avoir une gamme riche, diverse et variée. Voilà. Mais tout en ayant une saisonnalité. On n'a pas non plus des pommes toute l'année. Mais voilà. Sophie? Oui, en complément, moi, je remonterai encore un peu plus haut que le contexte pédoclimatique. C'est quoi votre objectif quand vous faites un verger maraîcher? Pourquoi vous le faites? Est-ce qu'il y a une demande là-dessus, sur du fruitier diversifié ou pas? Et donc, comme chez Ferme d'Avenir, on a à cœur vraiment de mettre en avant et promouvoir des modèles qui soient viables économiquement. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière viable économiquement? C'est-à-dire des gens qui se dégagent plus qu'un SMIC et qui ne travaillent pas à 70 heures par semaine quand ils sont en vitesse de croisière, pas en installation, bien évidemment, et qui puissent aussi se prendre des jours de congé et des jours off. Donc, ce qui est hyper important, c'est d'étudier avant tout comment vous allez vendre, à qui vous allez vendre, et est-ce qu'il y a une demande pour ça? Je vais vous donner un exemple très parlant. On a eu un projet il y a quelques années de quelqu'un qui était en Normandie et qui voulait faire un verger maraîcher pour faire du jus de pomme. Manque de bol, dans la région où elle était, il y avait déjà pléthore d'offres. Donc un énième jus de pomme dans une région qui est reconnue pour ça, pas forcément le bon choix. Par contre, diversifier en mettant dans le verger maraîcher, on pourra en reparler, des variétés pour faire des propositions qui soient différenciantes, comme goji, comme aronia, comme amélanché, des choses qui sont encore peu connues et qui permettent de se différencier, oui. Mais vraiment, le préalable, c'est que ça reste l'étude de marché, même pour un verger maraîcher, et bien évidemment à mettre au regard de votre contexte pédoclimatique ensuite pour le choix des essences. Mais il faut toujours qu'il y ait une demande et avant tout. Sinon, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, sachant que c'est de la complexité, que les fruits souvent vont arriver en même temps que le maraîchage. Donc bien étudier aussi dans le temps la fructification et la floraison pour essayer d'avoir des choses qui sont en décalé. Que votre charge de travail ne tombe pas en même temps, enfin que tout ne soit pas entre mai et fin août, mais au contraire d'avoir des variétés plutôt précoces et tardives pour que vous puissiez complémenter et avoir une récolte qui soit en décalé par rapport à vos légumes. Et une autre chose qu'on a pu voir, c'est aussi l'âge auquel vous commencez votre projet agricole. On ne commence pas tous très tôt et il faut aussi penser à la suite. C'est possible de penser son verger maraîcher, et Edouard pourra vous en reparler, comme quelque chose qui va finir par être un verger, parce que la terre est basse. Cultiver des légumes, il faut quand même être en bonne forme physique. C'est pas toi qui diras le contraire, Edouard. Donc, on a des projets qui se montent en verger maraîcher où, à terme, au bout de 15 ans, en fait, d'autres arbres viendront compléter et remplacer les légumes pour avoir un verger et non plus un verger maraîcher. Voilà, c'est des stratégies à avoir en tête avant de s'installer, mais il faut être très au clair sur ses objectifs et ses finalités. N'hésite pas à rebondir, Edouard, hein, si tu le souhaites. Non, mais
Non, mais J'adore. Non, non, mais là, Sophie, elle vient de citer mon grand-père, Papy Jean, là. La terre est basse, quoi. Donc là, je suis, waouh, c'est énorme. Et sur les choix, les envies et les opportunités, en fait, on n'a pas tous et toutes les mêmes envies. On fait pas toutes et tous les mêmes choix. On est tous différents par rapport à ça. On n'a pas tous les mêmes économies, ainsi de suite. Mais voilà, tout se réfléchit. Qu'est-ce que vous avez envie, et ainsi de suite et tout, quoi. Parce que d'intégrer des arbres, certes, ça va faire une ferme beaucoup plus durable, mais voilà, il va y avoir forcément une fois une production. Nous, on a déjà eu aussi quelqu'un en visio comme ça qui, en fait, avait planté sur une grande surface et, en fait, aujourd'hui, qui se retrouve un peu débordé parce que, du coup, il y a énormément de fruits, il y a énormément de tout, quoi. Et à terme, après, ça produit. Donc, bon, alors, si ça retombe au sol, bon, bah, c'est le cycle de la matière organique, pourquoi pas, mais ça peut être un peu dommage. Mais pareil, hein, voilà. Être économiquement viable, ça fait du bien aussi, mais pareil, chacun ses choix et tout, quoi, chacun ses envies. Mais voilà, si on travaille, comme je disais, c'est pour produire de la nourriture. Logiquement, c'est un peu ça l'idée. Bah, du coup, c'est pour vendre. Donc non, 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 c'est très bien. Et alors, la ferme évolutive, c'est trop marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, moi, des fois, je le présente durant des visites de ferme et je fais écouter, on ne sait jamais, hein. Je fais après des années et des années de maraîchage, peut-être qu'un jour, on produira moins de légumes et plus de fruits. Et pourquoi pas, la ferme elle a le droit d'évoluer avec nous, hein. Et voilà, on évolue toute sa vie, hein. Donc voilà. Est-ce que tu veux que je montre la photo de ta ferme, Édouard? En tout cas, Alors, l'implantation. la photo de notre ferme, parce qu'il y a Oui, Louise de aussi, et votre sans Louise, ferme. voilà. Tout à Derrière fait, chaque grande femme, il y a un petit homme. Et voilà. tout à fait. Je le montre maintenant ou tu veux Ouais, en... tu Ouais, peux, tu peux, tu vas-y. peux. Pour vous donner une idée de ce que ça peut donner un verger maraîcher qui soit évolutif ou pas, ça dépendra de Ou vos pas, choix. on verra bien dans l'avenir. Alors, tac. Voilà, je te laisse commenter, Édouard. Alors, j'ai pas la main sur la souris, mais bon, en Ah, gros, non, non, mais bon, vous en faites pas, mais en gros, sur la partie de gauche, c'était un champ de blé il y a 12 ans, que moi j'ai obtenu avec la SAFER, avec mes diplômes agricoles, là, mon bac pro et mon BTS agricole. J'avais fait un dossier à la SAFER et tout à l'époque. J'avais réussi à obtenir ce champ de blé conventionnel. Donc, c'était vraiment il y a 12 ans, un champ de blé. Il n'y avait pas les haies tout autour. C'est moi qui les ai plantés avec un copain Pierrot. C'est des saules, c'est des haies champêtres. Il y a trois rangs d'arbres. Il y en a un d'ailleurs qui a disparu, parce qu'on appelle ça la succession végétale, mais ça, c'est d'autres choses qu'on pourra reparler plus tard. Et après, vous avez 200 arbres fruitiers qui sont alignés en est-ouest pour, en gros, laisser de la lumière et de l'air aux légumes. Actuellement, depuis 12 ans, il n'y a pas de système d'irrigation sur le verger maraîcher, mais on va en installer un cette année pour répondre des fois aux périodes un petit peu particulières où des fois on n'a plus d'eau pendant 1, 2, 3 à 4 mois. Nous, contexte pédoclimatique, on est en Haute-Normandie, on est sur des limons profonds, donc il y a une réserve utile en eau et on reçoit à peu près 700 millimètres d'eau par an à 800 millimètres. Voilà. Et on consomme à peu près 1200 mètres cubes d'eau à l'année en plus des précipitations, ce qui est très peu, hein. On consomme plus pour les serres, mais voilà. Mais on est aussi sur des variétés anciennes. On est à aujourd'hui 3,5-4% de matière organique sur cette parcelle qui autrefois n'en comptait que 1,59. Donc on a réussi à régénérer le sol et tout, quoi. Voilà. Et donc il y a 200 arbres fruitiers, 12 variétés de pommes, essentiellement des fruits à pépins. Et en fait, en 2020, comme ça c'était une année un peu référence, on avait réussi à sortir 9 tonnes de pommes, mais on en avait passé 3 tonnes en vente directe et 6 tonnes en jus de pomme. Tu vois, là, je rebondis sur Sophie, mais parce qu'en fait, la commercialisation est sur 2 ans en jus de pomme. Mais on a 10 variétés de pommes dans le jus de pomme. Donc au moins, on joue là-dessus. C'est que des variétés anciennes, que de la région Grand Ouest. Et, et voilà. Et donc, du coup, bah, après, vous avez le bâtiment, vous avez les serres. Parce que, alors, nous, le choix, c'est qu'on est avant tout maraîcher, producteur et productrice de légumes, et après, producteur de fruits. Donc, voilà. Et les fruits bah, arrivent à partir de août jusqu'à du 15 août, en gros, au 15 octobre. Ce qui est une période où, en gros, il y a encore du taf en maraîchage, mais on a quand même passé le cap du, on va dire, mars, avril, mai, juin, ou début juillet, où là, c'est, voilà. La ferme, je vois la question passer, la ferme, là, sous les yeux, elle fait 2,8 hectares à cet endroit-là,
mais de surface totale. Et en gros, on a calculé qu'il y a moins d'1 hectare qui est dédié aux légumes. On est en dessous d'1 hectare et d'ailleurs même sur cet hectare dédié aux légumes, 1 hectare n'est pas tout le temps en culture, puisqu'en fait, il y a des zones qui sont en engrais verts, il y a des zones qui sont en occultation. Donc nous, on fait partie aussi de maraîchage sur sol vivant. On est sur des techniques comme ça. Et en fait, on laisse aussi énormément de zones dites tampons pour la biodiversité. Parce que moi, mon gros kiff, c'était de faire une ferme économiquement viable, agronomiquement viable et écologiquement viable. Donc, on laisse énormément de place à la biodiversité et on fait des relevés oiseaux avec la LPO. On fait des relevés insectes aussi avec des gens de la LPO et on fait aussi des relevés mammifères, surtout sur les chiroptères, c'est-à-dire sur les chauves-souris. Voilà. Est-ce que Afin tu veux, de. Oui. excuse-moi, tu veux peut-être donner l'espacement et l'écartement intra et inter en rang? Eh bien, les arbres sont alignés, nous, sur notre système à nous, sont alignés tous les 8 mètres sur le rang et 8 mètres inter-rang. Avec des variétés francs, chez nous, en gros, aujourd'hui, tout fonctionne et tout, quoi, voilà. Après, pareil, qu'on soit bien d'accord, le verger, il est taillé depuis la 2e année et il est taillé par un tailleur professionnel qui s'appelle Mathias André. Donc on le paye pour ça. Pourquoi on le paye? Je sais le faire, je sais tailler. Voilà, j'ai un ego, il y a pas de problème et tout, mais je peux juste reconnaître et être honnête qu'il y a des gens qui savent mieux le faire que moi et beaucoup plus efficace que moi. Et donc en fait, savoir déléguer, c'est un grand signe d'intelligence aussi. Et donc en gros, on délègue la taille parce qu'en fait, ce gars-là, il est hyper efficace, hyper rapide et en plus de tailler, eh beh, il donne des conseils. Donc voilà. Au début, on était parti sur une taille, on va dire, dite de couronne ou de gobelet. C'est la taille en gobelet. Et en fait, malheureusement, avec les années, les arbres ayant pris de l'ampleur, donc là, je switch un peu ça, hein, tu sais, sur la question d'après, sur une des questions d'après, bah, qu'est-ce qu'on pourrait refaire ou quoi que ce soit. Mais en gros, de cette taille, aujourd'hui, on est parti sur une taille, on va dire, une sorte de, on définit ça comme un pseudo-palissage. Pourquoi? Ben, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, on est producteur de légumes et en fait, on a des planches permanentes de légumes en dessous. On en a 4 à chaque fois entre les arbres. Il y a sur les PowerPoint et sur tous les documents en fait, qui vont être présents dans le webinaire où on explique tout l'écartement, tout l'espacement. Moi, j'ai fourni plein de dessins pour que vous compreniez bien l'écartement, les planches, les passe-pieds à prendre en compte, les bandes enherbées et tout l'entretien et toute la gestion. Eh bien, en fait, on devait pouvoir passer avec le tracteur au ras des arbres. En combien de temps à peu près? Ah, j'ai pas vu la question. En combien de temps à peu près êtes-vous? Hop, c'était quoi la question? On les prendra à la fin si tu Ouais. veux, Edouard. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à mettre des questions dans le chat. Voilà, dans la conversation, on y répondra à la fin. On aura plusieurs questions et on répondra à tout. Vas-y, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Bah non, 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 c'est plutôt moi. Et non, encore une fois, nous, tous les 8 mètres sur le rang interrang, moi, à l'origine, donc il y a 12 ans de ça, l'AGROF, l'Agence d'agroforesterie française, en gros, préconisait plutôt de l'ordre du 15 mètres. Nous, il faut savoir qu'en Haute-Normandie, quand on parle d'un pré-verger, on dit que c'est 100 arbres à l'hectare pour un pré-verger avec des animaux en dessous. Donc 200 arbres sur 2 hectares, voyez-vous, ça passe et tout, quoi. Après, pareil, encore une fois, contexte pédoclimatique. Et quand on conseille des gens, ben, en fait, on oriente, mais après, les gens font leur choix avec toutes ces informations. Mais on ne préconise pas forcément la même distance selon les endroits et les lieux où vous vous retrouvez en France. Donc c'est pareil, prenez pas pour argent comptant. Si je vous dis 8 mètres là, je vous ai dit, on n'est pas forcément, reprenez pas exactement pile poil parce que Édouard Stalin a dit que c'était 8 mètres, on va mettre 8 mètres. C'est totalement faux. Ou parce que Tataouine a dit qu'il fallait mettre 10 mètres. Non, vous allez faire selon chez vous et selon les essences que vous allez choisir et selon ce que vous avez décidé de mettre en dessous aussi des petits fruits et tout. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Sur les rangs d'arbres fruitiers, là, on n'a peut-être pas vu, mais après, il y a une autre photo. Mais en gros, on a mis des rangs de petits fruits. Je vais la Voilà. Parce que montrer, Edouard. Je vais la projeter. Comme ça sera plus parlant pour tout le monde. Hop, voilà. parce que les images, c'est plus fort que les mots, quoi. Et alors ça, celle-ci, elle est très vieille parce qu'elle est de 2019, parce que j'en avais une de 2023, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est à peu près la même chose. Bon, en gros, en haut, c'est écrit pommier haute tige, donc vous avez les pommiers et tout à gauche, à droite. Après, vous avez des rangs de petits fruits. Bon, sur celle-ci, bon, à droite, c'était pas significatif cette année-là, mais à gauche, vous avez un rang de framboisier, à droite, vous avez un rang de cassis sur le rang d'arbres. Donc, on a des cultures pérennes sur les rangs. Et après, vous avez les 4 planches d'oignons. Et entre les rangs d'oignons, donc les passe-pieds, là où roule le tracteur, on a mis de la facélie. Il peut nous arriver aussi de mettre de la paille et tout, quoi.
Donc, en fait, on a une couverture végétale partout. Par contre, qu'on soit encore d'accord, pas d'effet d'annonce, on utilise ou du paillage naturel, mais aussi du paillage synthétique. Voilà, il nous arrive d'utiliser des toiles tissées, il nous arrive d'utiliser de la bâche noire, comme on l'a vu tout à l'heure sur les bâches d'occultation, mais dans ces cas-là, on essaye de la récupérer et de l'utiliser le plus longtemps possible pour avoir le moins d'impact négatif. Voilà, mais dans un but de production, donc de rentabilité derrière. J'espère être assez clair. Pour compléter sur les écartements, là, Edouard vous disait qu'il était à 8 mètres, ce qui reste assez proche par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. En fait, effectivement, ce qui va être important, c'est quelle évolution vous voulez donner à votre verger maraîcher et surtout, comment vous organisez déjà votre travail sur le maraîchage. Si vous avez des planches de 80 centimètres avec un passe-pied de 40 et que vous avez envie quand même de cultiver suffisamment, vous mettez à peu près 10 jardins, enfin, 10 planches, euh, et que la bande d'arbres n'est pas forcément cultivée. Ça, c'est au choix, mais que c'est une bande enherbée. Vous allez toujours aussi laisser 1 mètre de chaque côté. Donc, on peut arriver sur des écartements qui sont plutôt de 14 mètres, voire de 21 mètres. Ça dépend aussi des conditions d'ensoleillement. Dans certains projets dans le sud, ils préfèrent rapprocher les rangées d'arbres pour faire un peu plus d'ombrage quand le soleil tape plus fort. Et à contrario, dans d'autres régions où l'ensoleillement est moindre, on va écarter et mettre des arbres fruitiers de manière beaucoup plus espacée. Pensez bien qu'il y a quand même une concurrence, ça, l'INRA fait de la recherche là-dessus, l'INRAE, pardon, où clairement, vous plantez des annuels à côté de pérennes. Donc les arbres, les premières années, ont quand même un système racinaire qui est plus fort. Il va avoir de la concurrence, on le voit sur certains projets, pour l'eau, ou même pour les nutriments. Donc, ça, c'est aussi à adapter l'espacement entre l'arbre et vos premières annuelles, quitte à souvent mettre plutôt des pérennes comme des artichauts ou des petits fruits rouges qui vont rester plusieurs années et être moins contraints par le système de racinaire des arbres ou de la compétition vis-à-vis de l'eau aussi. C'est important de le rappeler. Je rebondis juste sur ton orientation est-ouest. Alors, c'est aussi, ça, voilà, ça va dépendre de la région où vous êtes, mais pour avoir un ensoleillement maximal, et ça va aussi dépendre si vous avez une pente. Si vous n'êtes pas sur un terrain plat, généralement, on oriente de manière perpendiculaire à la pente. C'est souvent en nord-sud de l'ensoleillement maximum pour qu'il y ait le moins d'ombre portée sur vos cultures. Donc, ça peut être un choix stratégique d'avoir plus d'ombre, comme d'en avoir moins. Et dans ce cas-là, on ne va pas mettre en est-ouest, mais plutôt nord-sud. Ah, je rebondis là. Vas-y. En fait, pourquoi on a mis est-ouest? Et c'est génial ce que tu dis, mais parce que du coup, ça déstabilise à chaque fois tout le monde, mais ça engendre tellement de conversations que j'adore ça, moi. Et c'est déstabilisant pour plein de gens parce qu'en fait, ça fonctionne. Alors nous, c'est clair qu'on a une petite pente en plus et tout quoi, donc voilà, donc en fait, c'était aussi pour respecter l'écoulement de l'eau et en fait, le est-ouest, c'est qu'on est avant tout nous producteurs de légumes et en gros, quand le soleil est vraiment au zénith au mois de juin et ben, en fait, nous, on a absolument besoin de lumière, sur les planches de légumes. Donc en fait, en étant est-ouest, l'ombre des arbres reste sur le rang des arbres et ne vient pas sur les légumes. Par contre, après, à partir du 15 juillet, le soleil n'est plus vraiment au zénith, le soleil se penche un petit peu, si vous voulez et en fait, on se retrouve avec une ombre circulaire sur les rangs de légumes, mais cette ombre se déplace et quand on a des phases caniculaires, comme déjà on en a eu là et c'est vraiment de la violence solaire, et bien, les légumes qui se retrouvent à l'ombre des arbres, subissent moins les effets du soleil et cette ombre se déplace, ce qui fait qu'ils se retrouvent un peu à l'ombre et un peu au soleil et ils ne sont pas en évapotranspiration totale et en stress solaire, si vous m'autorisez l'expression et ça, j'avoue que c'est assez pertinent mais je rejoins complètement Sophie, ça dépendra aussi de l'orientation de votre parcelle, de la pente s'il y en a ou s'il y en a pas et après voilà, nous aussi et pour le nord-sud, c'est souvent, par exemple, les vignobles qui sont nord-sud ou aussi des vergers parce qu'en fait, ils veulent absolument que les arbres aient le soleil le matin et ensuite le soleil l'après-midi. Comme ça, les fruits, en fait, si je simplifie, une pomme, elle est rouge de tous les côtés, quoi. Sauf que nous, comme je vous ai bien dit, on est producteurs de légumes avant d'être producteurs de fruits, donc il faut absolument qu'on ait du soleil et de la lumière pour nos légumes avant tout. Voilà.
Merci Edouard et Sophie. Pour continuer, alors peut-être ça s'adresse d'abord à toi, Edouard, et tu as commencé un petit peu à l'évoquer. C'est au quotidien, toi, sur votre ferme, qu'est-ce qui fait la différence dans ce système de verger maraîcher? C'est la réponse trop facile. Bah, tout. Parce que- Déjà, allez, premier point, et c'est un point que je m'amuse à dire à tout le monde, c'est pour le BIB, le BIB, le bonheur intérieur brut. Parce qu'en fait, que vous le vouliez ou non, les êtres humains adorent se retrouver près des arbres. Je veux dire, après une balade en forêt, c'est quelqu'un du CNRS qui avait fait une étude. Dès que les gens se baladent en forêt, les gens vont bien, quoi. Et en fait, le maraîchage, on est tout le temps dehors, donc tout le temps sous le rayonnement solaire, tout le temps au vent, tout le temps à la pluie. Et ben, tous les êtres vivants vont se réfugier à l'ombre des arbres, sous le parapluie d'un arbre ou se protéger de l'effet brisement des arbres. Donc en fait, pour les conditions de travail, parce qu'on est tout le temps dehors, c'est hyper agréable. Euh, Secondo, pour la biodiversité, parce que qu'on le veuille ou non, en fait, les arbres fruitiers, en fait, sont des plantes à fleurs, donc sont des plantes mellifères, donc ils attirent énormément d'insectes pollinisateurs. Et ben, du coup, en fait, ça optimise aussi la fructification de plein d'autres de vos légumes. Au quotidien, bah, du coup, ça complexifie forcément les choses, puisqu'en fait, on a diversifié. Donc, plus on diversifie, nous, on fait du maraîchage, on le définit comme étant très diversifié. Donc, en fait, on a une gamme déjà très riche et variée de légumes. Bon, ben là, en plus, on a du coup les fruits avec ça. Donc, forcément que ça complexifie, mais pas dans le sens difficulté, mais dans le sens enrichissement et richesse du lieu, quoi. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à la vente directe? Parce qu'en fait, nous, on laisse les gens se balader dans notre ferme durant les heures de vente. Et les gens, en fait, sont vraiment, bah, adorent ça, quoi. Donc, c'est vraiment aussi un plus pour la commercialisation parce qu'on les laisse se promener dans le verger. Heu, Qu'est-ce qui fait la différence? Bah, comme je vous ai dit, alors, on est en Normandie, hein, donc m'en voulez pas, parce que, quand j'en parle à chaque fois avec des copains qui sont en PACA ou quoi, mais on n'a pas de système d'arrosage depuis 12 ans, même si on va en installer un et en fait, on produit pourtant depuis 12 ans des légumes et du coup des fruits. Alors il y a un contexte pédoclimatique, mais mine de rien, on consomme très peu d'eau, heu qu'est-ce qui fait encore la différence? Et beh, ça plus ça plus ça plus ça. Non, mais j'en ai parlé, hein, par rapport à l'érosion hydrique, par rapport à l'érosion éolienne, par rapport au rayonnement solaire, une production riche et variée, des conditions de travail vraiment optimum, une consommation moindre en eau et je rebondis sur ce qu'a dit Sophie tout à l'heure. Oui, il y a beaucoup de gens dans le sud de la France qui installent des arbres et qui veulent en installer de plus en plus parce qu'en fait, alors il y avait Bob Marley qui disait sun is shining, mais en fait aujourd'hui on pourrait dire c'est sun is fighting. Parce qu'en fait vraiment, des coups de soleil, tout le monde en prend, même les fruits et les légumes. Et de mettre de l'ombre en fait dans nos systèmes, s'ils installent des filets d'ombrage, c'est pas pour rien, quoi. Mais la nature est bien faite. Donc en gros, on peut tout à fait intégrer de l'ombrage à condition de l'intégrer à des systèmes agricoles modernes. Voilà. Il y a peut-être un Sophie, aspect technique, ouais, juste pour revenir sur un aspect technique qu'on n'a pas évoqué, sur les gens qui veulent faire du verger diversifié. On a souvent cette question de est-ce qu'on implante, si vous êtes sur, par exemple, on va prendre des classiques, hein, pommes, poires, prunes. euh, comment est-ce qu'on implante ces pommiers, ces poiriers, ces pruniers? Euh, Si on veut de la biodiversité, naturellement, les gens penseront de les répartir. Pensez toujours à l'ergonomie au travail et au temps de récolte. Quand vous dispersez trop vos fruitiers différents, bah, pour la récolte, c'est autant de temps à devoir changer de rang. Donc ça, vraiment à réfléchir, pensez avant tout à vous euh, et à la façon de travailler pour s'éviter de perdre du temps, hein. Ce qui fait la différence sur les fermes, c'est toutes ces petites minutes grappillées, justement parce que le système a été bien pensé en amont. Et surtout avec des arbres, devoir le changer après, c'est plus compliqué. ouais. Merci Sophie. J'avais une dernière question pour vous et ensuite on passera à vos questions participants et participantes, donc n'hésitez pas à les noter dans la conversation. Euh, Tu as commencé à l'évoquer d'ailleurs, Edouard,
sur finalement, toi, vous avez 12 ans de recul maintenant, il me semble, sur la ferme. Et quelles sont, selon toi, et Sophie aussi pourra compléter, les erreurs à éviter et peut-être les clés de succès quand on se lance dans la création d'un verger maraîcher? Ah, mais on grandit de ses erreurs. En fait, alors, choisissez bien des plantes adaptées à chez vous. Donc ça, c'est voilà, c'est un principe de répétition à la communication. C'est comme, qu'est-ce qu'on dit? Merci, donc je me répète encore une énième fois. Je vous choisissez des plantes comparées à votre sol, votre profondeur de sol, et comparées à vos choix de commercialisation et vos choix et vos envies aussi de travail. Parce que comme l'a très bien dit Sophie, pensez à vous avant tout. Parce qu'en fait, il ne faut pas, justement le vivre comme une charge mentale. Parce que sinon, en fait, on n'est pas tous égaux, hein. Il y a des gens un peu hyperactifs et il y a des gens, moins, hein, c'est la richesse du monde, quoi. Mais, donc voilà, donc pensez bien à vos diversités, de plantes. Pensez bien à vos porte-greffes. Dernièrement, moi, j'ai eu une formation avec une chercheuse sur le microbiote, les micro-organismes du sol et en fait, elle corroborait, du coup, mon choix, donc j'avoue que j'ai adoré. Bah ouais, du coup, ça allait dans mon sens sur des variétés francs, mais parce qu'en fait, ils sont adaptés aussi à chez nous et ils sont conduits et accompagnés depuis le début du système. Si vous décidez de faire des variétés, par exemple, plus modernes, sur les variétés des M106, des M109, ce que vous voulez, là, c'est des variétés de porte-greffes en pomme. OK, c'est moderne, par contre, c'est des petits systèmes racinaires. Donc, qui dit variété moderne, dit aussi des variétés interdépendantes de l'homme. Donc, ils vont demander beaucoup plus de soins et certainement aussi beaucoup plus de traitement et d'accompagnement. Heu, on le verra dans le temps parce qu'en fait, voilà, il y a des systèmes qui sont installés comme ça, il faudra voir avec le recul. Peut-être que, ces gens-là diront non, mais après ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller voir aussi des arboricultrices et des arboriculteurs, vraiment des spécialistes du fruit et quand ils utilisent ces porte-greffes-là, souvent eux, ils corroborent en disant: ça produit». Le terme technique est horrible, c'est que ça crache du fruit. Voilà, ça sort du fruit. Par contre, du coup, on ne peut pas tout avoir. Il y a pas de formule magique. Si ça sort du fruit, va falloir forcément, peut-être passer du cuivre bio, peut-être passer du soufre bio. Alors moi, je parle en bio. Voilà, c'est des variétés beaucoup plus sensibles. Dès que c'est moderne, dès que ça produit à mort, c'est sensible. Donc c'est des choix. Quand on fait des choix, nous, on a quasiment que des variétés anciennes. Je dis quasiment, hein, j'ai pas dit que, mais quasiment que des variétés anciennes, et gustatives. Du coup, ça produit forcément moins. Mais du coup, après, il faut soutenir son prix par rapport à ça. Donc les erreurs, du coup, les porte-greffes, la taille, surtout, c'est le truc que André, Ziffert et François Marlop me disaient. Ils voient trop souvent des vergers maraîchers où en fait les arbres sont pas accompagnés dès le début. Ils sont abandonnés un peu. Pas abandonnés, le terme est un peu dur parce que du coup, j'aimerais pas stigmatiser des gens parce qu'on a déjà tellement de boulot, mais il faut absolument les tailler et alors après, pareil, dans ces cas-là, je peux me faire taper sur les doigts par d'autres copains, copines qui diront: «Non, il faut absolument pas tailler» ou quoi que ce soit et tout. Bon, faut les accompagner, voilà, pour être plus joliment dit, les accompagner, les guider par rapport à ce que vous avez décidé de faire. Prenez en compte dans les erreurs que ça va produire. Nous, par exemple, aujourd'hui, on a un bâtiment de 240 carrés avec une boutique, un labo de transfo, un séchoir, une pièce de stockage, tout ce que vous voulez. Mais en fait, quand on est en année de production de fruits, parce que nous, on a une grosse année, une petite année, c'est ce qu'on appelle l'alternance chez les variétés anciennes. Et ben en fait, on manque de place pour stocker les fruits. Donc il faut absolument prévoir un bâtiment qui s'appelle carrément un fruitier. Et ça peut être déstabilisant parce qu'au début, vous dites: «Mais non, il déconne». Non, non, je ne plaisante pas du tout. Nous, on a rempli 3 fois une pièce de, 5 par 8 de 40 carrés, jusqu'à 2,50 m de haut sur des palettes. On a rempli ça 3 fois. L'année où on était vraiment en grosse, grosse production de fruits. Et donc après, il faut penser à la commercialisation. Si vous faites du fruit à pépins, facilement stockable, on aura un plus long temps de commercialisation. Par contre, il y a beaucoup de gens qui en font. Si vous me faites du fruit à noyaux, ça se gâte vite, les fruits à noyaux. Donc, il faut peut-être avoir une chambre froide, mais donc investir dans une chambre froide. Donc, après, il faut penser aussi au coût de revient que derrière. Mais parce que des cerises, des prunes et des machins, ça s'abîme super vite. Et aujourd'hui, on a une espèce de diptère, donc une mouche, qui s'amuse sur les cerisiers, alors qu'ils s'amusent. Bref, il y a des problématiques à prendre en compte sur les régions, mais c'est là où il faut prendre en compte tout ça. Donc en gros, de toutes ces erreurs, c'est aussi les clés du succès, hein, voilà, c'est, je rebondis Tout à là-dessus fait. et on l'a déjà dit, mais je me le répète, c'est l'espacement par rapport à chez vous
par rapport à vos envies et vos choix. Et aussi par rapport à ce que vous auriez envie de faire. Si vous voulez densifier en dessous, mettre d'autres choses et tout, quoi, bah, il faut laisser de l'air et de la lumière. Parce que moi, j'ai pas mal voyagé dans les tropiques. J'ai vu des choses, mais tellement impressionnantes. Mais voilà, on n'a pas le même rayonnement solaire, la même puissance, le même nombre de watts au mètre carré dans les tropiques que chez nous. Donc voilà. Et donc il faut quand même laisser de l'air et de la lumière et tout, quoi. Aussi par rapport aux maladies cryptogamiques. Euh, donc, c'est des paramètres à prendre en compte et de bien accompagner les arbres, donc tuteurage, filet de protection, ainsi de suite, parce que vous pouvez vite vous faire attaquer par des lièvres, par des chevreuils, que sais-je et tout, quoi. Et là, ça peut vous plomber l'esprit parce que c'est long, des arbres. C'est pérenne, Sophie l'a très bien dit. Et du coup, si vous investissez du temps, votre corps, votre cœur, votre sueur, ça fait très mal quand ils se font, excusez-moi l'expression, mais défoncer par une bande de chevreuils, voilà, qui viennent tout manger et tout attaquer. Donc voilà, la protection aussi. Tuteurage, protection, choix du porte-greffe, choix des espèces, choix de la commercialisation. Voilà. C'est bien résumé. Peut-être si parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas encore installés, qui sont porteurs de projets, donc qui n'ont pas encore démarré l'activité, moi, je conseillerais d'abord se faire la main quand même sur le maraîchage, parce qu'en phase d'installation, ça peut être rude hein, de démarrer les deux en même temps, savoir les arbres et les légumes. Quand on a une saison ou 2 saisons derrière soi, c'est bien déjà de s'approprier cette partie pour avoir le temps de réfléchir justement la partie verger maraîcher avant de se lancer. Donc après, totalement aligné avec tout ce qu'a dit effectivement Édouard. Et en complément, pour les gens qui voudraient pas mettre de protection, qui sont souvent plastiques, enfin, c'est les moins chers, il y en a en papier et carton. Je donne l'info, ça se fait de plus en plus d'appliquer du tricot. Mais du tricot, c'est un produit qui est accepté en agriculture bio, qui est un répulsif contre uniquement malheureusement les chevreuils. Donc ça marche pas pour les lièvres, ça marche pas pour d'autres animaux sur 4 pattes. Mais ça évite d'avoir à enlever les protections qui parfois ne sont pas enlevées. Et donc l'arbre grossit autour. Euh, Assez souvent par manque de temps, des fois, bah, forcément. Donc ça peut être une autre option voilà, aussi pour protéger vos cultures. Euh, et également de bien penser, comme disait Edouard, tous les étages successionnels pour ceux qui veulent faire des vergers maraîchers très diversifiés. Attention en effet aux maladies cryptogamiques, aux champignons. Les faux clairs circulent. Et la taille en gobelet qui avait été commencée sur la ferme, justement, ça permet ça que l'air et la lumière parviennent. C'est pas forcément adapté à tous vos systèmes. Et alors, du coup, j'ai un autre point parce qu'en fait, c'est Mathias André, qui est le tailleur qui taille à la ferme et tout, quoi, qui est un super copain, et qui me disait ça. Et c'est là où, en fait, c'est pas forcément on n'est pas forcément pas d'accord, mais en gros, on est tous capables de greffer. Et c'est indéniable parce que moi, je fais partie d'un groupe d'agroforesterie, là, AF for Europe. Là, il y a 10 pays d'Europe. Il y a que des chercheuses et des chercheurs. Et il y a moi dans ce petit groupe et j'adore ça. Et en gros, c'est indéniable, ils disent tous qu'en gros, plus l'arbre est jeune, mieux il va s'enraciner et tout, quoi. Et ça, c'est sûr et certain. Et c'est sûr que si vous greffez sur un sion, euh, l'arbre s'en portera que mieux. Après, l'arbre va être petit. Donc, du coup, alors, il rattrape. Selon les conseillères et conseillers en agroforesterie, il rattrape et tout des grands arbres. Moi, je dis pas forcément de planter des grands arbres, mais en fait, on a déjà beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai été pépiniériste de mes 17 à 19 ans, donc c'est vieux maintenant, parce que j'ai 40 ans aujourd'hui, quoi. Mais en gros, il y a des spécialistes de ça aussi qui taillent et qui greffent. Et en gros, vous pouvez aussi trouver des arbres, peut-être déjà accompagnés, qui ont déjà une sorte de port développé et tout. Et pour ce qui est des variétés anciennes, j'avoue, j'ai vu passer la question, Sarah, tu m'excuses, mais en fait, il y a plein de conservatoires de variétés anciennes partout en France. Il y a des pépiniéristes spécialisés aussi en variétés anciennes. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur Madame et Monsieur Drouet à Verguetot, qui aujourd'hui ont arrêté leur activité. C'est là où j'avais récupéré tous ces arbres adaptés à ici. Il existe plein de choses et après, ces gens-là peuvent vous guider, vous orienter. Donc, il y a les associations ici, il y a l'association pomologique normande, il y a les croqueurs de pommes. Voilà. Et pareil, dans le PowerPoint, dans le webinaire,
On donne plein de contacts aussi, parce que là, on peut Dans pas la tout. formation, Edouard. Ouais, pour la formation. Oui, pardon. On donne plein de contacts de pépiniéristes aussi, de pépinières qui existent. Et après, à vous de faire vos choix selon vos opportunités financières. Voilà. Alors, petit conseil technique, m'achetez peut-être pas forcément les arbres au rabais à la foire aux arbres et tous les moins chers. Genre, les gens, ils veulent aller au cheap. Voilà, ça coûte rien. Mais si ça coûte rien, c'est qu'il y a une raison, quoi. C'est clair, il a peut-être un système racinaire complètement foireux. Peut-être qu'il a été tellement longtemps en jauge qu'il s'est nanifié tel un bonsaï. C'est la technique du bonsaï. Mais voilà. Et maintenant, il reste 10 minutes pour les questions, ou 13 même. Ouais. Ouais, on va passer aux questions. Juste en dernier complément de ce que vous dites, finalement, en facteur clé de réussite, c'est aussi de se faire accompagner et de se former. Donc, c'est pour ça que chez Ferme d'Avenir, on propose une formation pour créer son verger maraîcher. Formation dont tu fais partie, Edouard, puisque votre ferme, elle est visitée pendant la formation avec deux autres fermes en Normandie également. Donc, voilà. La prochaine session aura lieu au mois de juin. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous invite également à aller voir sur notre site. Donc on va passer aux questions. Il y en a plusieurs, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Alors Edouard, tu avais déjà répondu sur le type de sol et les associations que tu avais. Mais est-ce que tu as de nouvelles espèces en tête pour l'avenir, de nouveaux projets autour du verger maraîcher peut-être? On a rajouté dernièrement des figuiers. Voilà, alors on a des rangs de cassis, on a des rangs de groseilliers, on a des rangs de framboisiers, on a des rangs de rhubarbe. On a eu des rangs d'artichauts. Tout à l'heure, tu parlais des artichauts, mais on a abandonné l'artichaut parce qu'on était payé au kilomètre pour récolter. Donc, on a mis des rangs de cardons. Et là, on vient de rajouter des figuiers, mais qu'on va vraiment, vraiment accompagner. Parce que le figuier, ça pousse et ça trace. Donc, voilà. Et c'est des variétés, c'est violette normande. C'est des variétés de par chez nous, quoi. Ok. Sur la superficie de la ferme, tu avais dit. Il y a une question d'Élodie qui demande en combien de temps à peu près êtes-vous devenu économiquement viable? Eh ben, moi, j'ai tout mis pour. J'ai tout mis en place. Après, j'ai grandi dans un commerce. C'est comme ça. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mais mes parents étaient commerçants. Donc, je suis peut-être, voilà, et j'aime ce que je fais. Donc, en fait, je pense que ça se ressent aussi quand je présente les légumes. Mais dès l'année, je crois, 3, dès l'année 3 ou quoi que ce soit et tout, quoi, 3, 4, c'est souvent ça qu'on dit. Nous, on a eu une viabilité économique. Et après, les arbres, eux, nous, ont été plantés dès le début dans le système. Parce qu'en fait, Sophie a tout à fait raison, hein, ça fait beaucoup d'un seul coup. Mais après, les arbres mettent du temps à pousser. Et c'est vrai que quand d'un seul coup, tu t'installes, 5 ans, ça passe vite. Et tu dis, mince, en 5 ans, les arbres, si je les avais plantés, je ne suis pas fait maths sup, mais ils auraient 5 ans de plus, quoi. Et du coup, ils se seraient bien développés. Donc, voilà. Mais c'est des choses à prendre en compte et à réfléchir. Hmm. Il y a une question de Maxime également qui demande si tu as comparé tes volumes de production avec des exploitations 100% arbo et 100% maraîchage sur des surfaces comparables et idem pour la consommation d'eau. Eh bien, alors, sur des vergers, oui, mais en fait, c'est un peu compliqué. Enfin, du coup, c'est pas comparable non plus, puisqu'en fait, vu que ce sont souvent, alors du coup, ça va être en plus de la production de pommes à cidre en gobelet sur des pré-vergers. Donc, du coup, c'est pas du tout le même prix de commercialisation. Donc, c'est un peu compliqué à voir ça. Sur, la quantité de fruits et tout quoi, non, c'est difficilement comparable. Sur le côté légumes et beh, en fait, pareil, encore une fois, on fait des choix et des envies. Nous, on est quasiment qu'en variété ancienne. En non-travail du sol, on n'est pas avec des variétés F1 hybrides, donc surproductives. On est que sur des variétés en plus gustatives là-dessus. Par contre, sur ce petit hectare ou moins d'un hectare qui est jamais totalement cultivé, on est entre 70 et 80 000 € de chiffre d'affaires entre 60, allez, on va dire 70 sans les fruits, 70 000 € de chiffre d'affaires et 43% de BE. Donc voilà. Ok. Il y a l'INRA qui a fait des recherches comme ça en mettant, alors c'était pas sur les fruitiers au départ, je sais pas s'ils l'ont fait depuis, mais en tout cas pour comparer un hectare de forêt avec un hectare où il y avait de l'agroforesterie, c'était notamment sur noyer et blé. Et les taux de rendement étaient plus élevés en agroforesterie qu'en prenant un hectare de culture en noyer ou un hectare en blé. Mais
c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir trouver le chiffre si ça a été fait en recherche et développement là-dessus sur les fruitiers. Quand on se le note. Et en fait, moi, j'adore les comparatifs, mais il faut toujours réussir à comparer des choses qui sont comparables, voyez-vous? Entre des variétés anciennes et des variétés modernes, moi, j'ai des potes en verger, conventionnel, hein, voilà, il y a pas de moi, je suis pote avec tout le monde. Donc des variétés conventionnelles, des variétés modernes, sur des M106 archi modernes, des ronds serrés, les arbres sont tous les mètres. Bah là, la production de fruits, à l'hectare, enfin, bah non, on peut pas rivaliser, quoi. Donc, oui, c'est ça qui est jamais évident. Et Mais sachant que dans ces modèles-là, on l'a pas évoqué, mais l'espérance du fruitier est totalement différente, que vous prenez elle est des plus courte. voilà, des porte-greffes à faible vigueur ou à forte vigueur, ben, vous pouvez aller d'une espérance de vie de l'arbre de 15 ans à parfois, des arbres centenaires comme on retrouve, hein, des pommiers à cidre en Normandie qui ont plus de 100 ans. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans son système et par rapport à la finalité, l'objectif qu'on a, voilà, ça doit rentrer en ligne de compte. J'espère qu'on a répondu à la question et qu'on n'a pas embrouillé la personne, quoi. Je pense que c'est bon et si jamais elle pourra nous remettre une question dans la conversation. Ouais, Est-ce que tu peux rappeler la distance entre les rangs de fruitiers, le début de la planche de maraîchage? Tu as évoqué les distances, mais et beh, il y a un arbre là, il y a un arbre là, il y a 8 mètres. Après, en gros, vous avez, 1 mètre de bande enherbée. Après, vous avez des passe-pieds de 30 centimètres qui équivaut à notre tracteur, parce que c'est du 280 si les gens, et après, on a une planche d'1 mètre. Donc en gros, on va dire 1,30 m le début des premières planches de légumes. 1 mètre de bande enherbée et 30 centimètres de tracteur. Et après, vous avez une planche d'1 mètre, 30 centimètres, 1 mètre, 30 centimètres, 1 mètre, 30 centimètres, 1 mètre. Voilà. Et ça vous fait pile 8 mètres. D'ailleurs, ça fait même 7 mètres 95 exactement. Mais ouais. c'est très précis. Ouais, ouais, Euh, ouais. On a une question d'Élodie qui demande si nous comptons avoir les fruits en production principale et quelques légumes sur petite surface sans mécanisation. Pensez-vous qu'il soit toujours pertinent de planter les arbres en rangée au lieu de laisser quelques clairières sur le modèle de la forêt? Ah, ça, c'est une excellente question. Eh ben, c'est pas évident. Moi, je connais bien Maxime, Leloup qui propose pas mal de choses sur justement les forêts jardins et tout ça. Et beh, j'ai pas réponse à tout. Moi, j'ai hâte de voir, dans le futur parce qu'en fait, nous, voilà, on fait pas mal de choses, on relève pas mal de défis. Je connais pas actuellement de forêt jardin, qui soit, je pense, alors pareil, j'ai le droit de me tromper, hein, attention, hein, je veux pas me faire d'ennemis, mais qui soit économiquement viable au sens, strict un peu du terme. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a, mais je les connais pas. Personnellement, là, je viens de passer, Mathieu Foudral et tout, quoi, et je connais pas, et parce que, bah, en fait, ouais, on peut pas connaître tout le monde, hein. Voilà, excusez-moi du mais après, pareil, encore une fois, il y a pas de stigmatisation ou quoi que ce soit. Chacun est libre dans ses choix. Chacun, choisit ce qu'il veut. Si vous voulez être producteur de fruits sans mécanisation, sachez quand même que les fruits, ça pèse lourd, hein. Enfin, ça dépend quel fruit, encore une fois. Ça dépend de quoi on parle. Mais je veux dire, nous, aujourd'hui, les fruits, on les remonte au tracteur, hein, parce qu'un palox, ça fait 50-60 kilos. Quand on met les fruits dedans, on est à 300-400 kilos. Moi, j'en ai soulevé des, alors la terre est basse, comme disait mon grand-père, et les légumes et les fruits sont lourds, et faut se les porter, quoi. Et donc en gros, au début, moi, je voulais pas de tracteur, enfin, si je peux parler de moi-même, parce qu'il était hors de question que j'utilise du pétrole alors qu'on n'est pas pays producteur de pétrole. Bon, bah, aujourd'hui, en gros, j'accepte d'en utiliser un petit peu en me disant qu'en fait, j'en utilise quand même très peu, mais pour nourrir sainement les gens. Voilà. Vous voyez, j'ai, mûri comme un fruit, avec l'âge. On a deux autres questions d'Élodie qui te demandent comment gérez-vous les ravageurs et les éventuelles maladies et est-ce utopique d'envisager de réduire ou se passer de tracteurs? Ah, tu vois? Mais je non, l'utopie, elle est saine, mais alors, pareil, j'ai fait un calcul simple. Quand je me suis installé, j'avais, en gros, on va dire, 28 ans. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai 40. J'ai fait un calcul très simple, dans 10 ans, j'en aurai pas 30. Tu vois? Genre, et en fait, on vieillit avec le temps.
Donc, en gros, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Alors, peut-être pas un tracteur, mais peut-être de la traction, en tout cas. Il existe après des animaux pour pouvoir tirer. Ça, c'est tout à fait jouable. Mais par contre, ces animaux-là consomment du carburant. Ce carburant-là, ça s'appelle de l'herbe, de l'avoine. Donc, il leur faut de l'espace, après, ailleurs. Donc, il y a aujourd'hui des outils pour pouvoir tirer toute la traction animale. Enfin, après, il faut voir avec des légumes en dessous. Enfin, ça peut être en décalé, je crois. Il faudrait rapprocher de gens de traction animale qui sont beaucoup plus spécialistes que moi dans la question. Mais voilà. Ça, c'était sur le tracteur. Et c'était quoi, juste avant? Sur les ravageurs et maladies. Yes. Eh bien, donc nous, on travaille avec les LPO parce que moi, j'avais un BTS GPN et j'ai eu la chance d'avoir Olivier Ibora, qui était docteur en écologie et ornithologue passionné au CORA, Centre ornithologique Rhône-Alpes. Bref, on a installé 50 nichoirs à mésanges bleus et mésanges charbonnières parce que ce sont des oiseaux insectivores, donc, et je m'amuse à le dire, des insecticides. Parce que insecticide, c'est qui tue des insectes. C'est un insecticide naturel. Ils prédatent énormément les pucerons. Les ornithologues, s'il y en a un, moi je suis ornithologue amateur, je ne suis pas du tout pro, mais je connais quand même pas mal de choses. On les appelle les trapézistes parce qu'elles adorent avoir la tête en bas en train de nettoyer les vergers des pucerons. Après, parce que c'est des variétés anciennes aussi, donc quand même plutôt résistantes. Si c'était des variétés modernes, peut-être qu'on accompagnerait de PBI, protection biologique intégrée. Donc, on a les nichoirs, on a les chauves-souris qui prédatent énormément parce que les chauves-souris, elles adorent les vergers parce que c'est géométrique. Et avec leur écho-sonar, ça fait écho et ça rebondit. Et elles prédatent les papillons, dont du Carpocaps. Après, du Carpocaps, est-ce qu'on en a? Le Carpocaps, c'est le fameux ver de la pomme, qui n'est pas un ver, mais une chenille. Voilà. Et du coup, ils prédatent ça. Donc, tous ces oiseaux-là prédatent aussi tout ça. Toutes ces chauves-souris prédatent aussi tout ça. Nous, aujourd'hui, on n'a jamais fait de traitement de cuivre ou de soufre sur le verger, sur les arbres. En revanche, encore une fois, pareil, pas d'effet d'annonce, variété ancienne, variété franc, système racinaire profond, variété adaptée au climat, des variétés locales, et aussi les apports de matière organique, de compost qu'on fait dans les rangs d'arbres et de broyables. En fait, les arbres, avec leurs racines, récupèrent tout ça aussi. Donc, c'est des arbres aussi qui sont en fait, ils sont bien en place et bien nourris. Donc, en gros, ça plus ça. Et ils sont taillés aussi par le tailleur qui, du coup, tel un médecin ou un ostéo, ausculte aussi pour voir s'il y a des problèmes et tout. On a un tout petit peu de chancre, mais en fait, ça se gère à la taille, mais vraiment léger, léger. Lui, il a déjà eu des vergers modernes vraiment ravagés par ça. On n'a pas de tavelure. Et en dehors de ça, ça va. Donc, voilà comment on gère. Après, on a énormément d'auxiliaires, énormément. Des cirfes, des chrysopes, coccinelles et autres micro-guêpes parasites. Ce qui fait que sur les pucerons et tout ça, voilà. Mais parce qu'on a aussi des zones tampons et des zones relais pour les accueillir. Peut-être en complément, c'est pour ceux qui sont plutôt pour la taille douce ou pas du tout de taille, c'est pendant effectivement cette période de taille que vous pouvez voir s'il y a des ravageurs, notamment dans le bois. En ce moment, c'est la bonne période pour tailler. Donc je ne sais pas si tu as eu le cas, mais on peut retrouver du Carpocaps ou des osaires, c'est une chenille d'un papillon qui va faire des dégâts, notamment dans vos fruitiers. Il y a plein de méthodes qui existent qui sont acceptables en bio. Là, on présentait le verger maraîcher. Ce qui marche le mieux, ce qu'on voit avec le recul quand vous avez des fruitiers, mais que vous ne faites pas forcément du maraîchage, c'est le modèle de pré-verger avec poule, qui va diminuer la pression sur tout ce qui est chenille, même sur si vous faites du noisetier, des oléagineux, sur le balanin. Aujourd'hui, il y a une grosse pression là-dessus. En méthode, en tout cas naturelle, qui est la plus efficace, voilà, ça reste de mettre des prédateurs en dessous. Autre que, effectivement, ce que disait Edouard, aussi des nichoirs pour attirer des insectivores qui vont diminuer la pression. Et il est 19h01, donc on a tenu à peu près dans les temps et on va devoir s'arrêter là. Il restait 2-3 questions, je crois. On vous enverra de toute façon le replay du webinaire et on répondra à ces dernières questions. Vous recevrez un mail. Donc voilà, toutes les questions auront une réponse. J'en profite pour vous rappeler et pour finir que on a une formation verger maraîcher. Donc si vous avez envie de vous former avec Édouard notamment et 2 autres fermes en Normandie,
On a une prochaine session au mois de juin, donc vous pouvez retrouver les informations sur notre site dans l'onglet formation. Voilà. Merci beaucoup, Édouard et Sophie, Merci. pour vos interventions et pour d'avoir participé à ce webinaire. Et merci à toutes et à tous de vous être connectés ce soir. J'espère que vous avez eu plein de réponses déjà à vos questions. Et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir.